Oui, alors bonsoir et bonjour à tous. Alors, Pierre, tu me dis quand on y va, je suis prêt. Et j'espère que vous êtes prêts aussi. OK, donc, la conférence a pour titre Psycho-énergétique des chakras et soins global de l'être. D'où est venu cet intérêt pour moi sur les chakras? Ben, vous comprendrez que bon, depuis 25 ans, je pratique le décollage intuitif, ayant développé donc l'écoute imaginaire, que vous connaissez peut-être, puisque vous avez peut-être assisté à une conférence précédente sur le sujet. Et tout au long de ma pratique, je me suis toujours questionné sur les chakras, puisque les chakras, lorsqu'on va dans une librairie, par exemple, on va énormément trouver de littérature là-dessus. Mais on va trouver également des contradictions, des règles un peu strictes, des choses un peu rigides, même quelquefois, qui expliquent comment un chakra fonctionne, comment il doit fonctionner, comment le rééquilibrer, etc. Et puis moi, mon questionnement a été justement de me dire, si je prenais le temps d'expérimenter sur moi-même, euh, qu'est-ce que moi je vivrais à travers ces exercices-là sur les chakras. Et évidemment, à travers ma pratique, quand même, depuis 25 ans que je pratique, donc j'ai pu observer un tas d'informations, un tas de conditions, de situations différentes chez les gens par rapport à cette structure des chakras. Et ce qui m'a amené donc à proposer peut-être une vision un peu plus actuelle, je dirais, des chakras. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais elle est certainement un peu différente puisqu'elle propose justement de tenir compte des chakras comme des bandes. Un peu comme William Reich avait développé avec, qui est le père du travail psychocorporel, avait mis en évidence un peu ces bandes. Des bandes qui sont vraiment associées aux régions associées aux chakras, mais qui sont effectivement donc moins définies. Parce que dans la tradition ésotérique ou spirituelle, on a en évidence que les chakras sont des centres d'énergie qui sont étroitement en relation avec avec une glande endocrine et qui permettent donc de recevoir les énergies telluriques, les énergies cosmiques, de recevoir certaines énergies cosmiques aussi, qui vont être absorbées par le corps humain et ensuite être distribuées dans le champ énergétique, permettant donc à l'être humain de pouvoir effectivement se réorganiser énergétiquement parlant, de se recharger énergétiquement parlant, et donc de favoriser la santé. Alors évidemment, je n'irai pas à l'encontre de tout cela. Évidemment, pour moi, c'est une évidence. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites là-dessus. Je présume que vous avez peut-être déjà une idée de ce que sont les chakras. Alors pour moi, évidemment, l'objectif d'aujourd'hui est de vous proposer peut-être un regard qui va simplement, j'espère, enrichir peut-être votre compréhension des chakras. Alors, tout au long de ma pratique, j'ai constaté donc qu'il y avait, à travers les êtres humains que je rencontrais dans ma lecture intuitive, certaines dynamiques énergétiques qui se retrouvaient chez les êtres humains. Ce qui m'a amené donc à avoir envie de bâtir un langage pour mieux comprendre les chakras. Un langage évidemment qui serait basé sur l'intuition, mais qui serait basé aussi sur la théorie, que je vais essayer de vous présenter très sommairement aujourd'hui, puisque la conférence est un peu courte pour approfondir le sujet comme il se devrait. Donc, on va introduire le sujet aujourd'hui, mais quand même, ça va vous donner quand même une très très bonne idée. Si vous regardez sur l'image que vous percevez sur votre écran, vous voyez donc conférence psychoénergétique des chakras et soins global de l'être, et vous voyez une image en dessous. Cette image-là est une image qui représente donc le bâtisseur, qui est un des types énergétiques associés au chakra que je vais vous présenter. Mais aussi, c'est un jeu de cartes qui va donc, j'espère, en mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça, et qui va donc avoir pour but de favoriser le développement de l'intuition. Donc, ça, c'était pour introduire le sujet. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, je vais vous présenter la diapositive suivante. Donc, comme je vous disais, c'est que les chakras sont des structures énergétiques qui nous permettent donc de recevoir les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que pour chacun de ces chakras, chacune de ces zones, il y a une correspondance psychologique et une correspondance énergétique. C'est pourquoi le titre de la conférence a pour nom psycho-énergétique. Pour bien mettre en évidence que le chakra ne peut pas être perçu simplement d'un point de vue énergétique, il ne peut pas être perçu non plus simplement d'un point de vue psychologique. Il y a vraiment les deux aspects qui se retrouvent à l'intérieur de chacun des chakras. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les chakras seront présentés comme des bandes, donc ça me permettra peut-être de vous présenter un peu cette vision plus générale, plus globale des chakras, parce que quand je pratique
quand je faisais du travail intuitif, je constatais souvent qu'un chakra bloqué, par exemple le chakra racine, avait des consonances, avait des implications avec d'autres organes que simplement la glande surrénale, par exemple. Donc, il y avait effectivement comme des chaînes causales qui en résultaient, ce qui m'amenait à identifier un certain nombre d'organes qui sont en relation avec un chakra. Et cet organe-là, quelque part, donc, va recevoir l'énergie du chakra en question pour ensuite en bénéficier. Et donc, c'est un peu ça qui explique justement cette façon que moi j'ai voulu mettre en évidence, c'est plutôt comme des banques, mettre plus en évidence cette notion de classe d'organes qui sont associés au chakra. Donc, si on regarde le premier chakra, donc c'est le bâtisseur que j'appelle, c'est donc relié au bassin. Donc, c'est vraiment le bassin des hanches. On peut envisager certainement d'inclure les jambes, tout à fait, puisqu'on doit se rappeler que le bâtisseur, à l'origine des temps, à l'origine de notre naissance, plutôt excusez-moi, on peut facilement imaginer que lorsqu'on est enfant, on a besoin de sa mère, on a besoin de ses parents pour se sentir sécurisé par la présence amoureuse de la mère maternelle. Donc, le bâtisseur, ou le bassin, va se développer à mesure que l'individu va se sentir dans cette position de sécurité, dans laquelle il va sentir justement qu'il est nourri par justement la présence maternelle plus particulièrement. Donc, le bâtisseur, de quelle façon il va se développer? Bien, inévitablement, c'est en se mettant en relation avec l'énergie tellurique. Dans la tradition chamanique, l'énergie tellurique est reconnue comme étant une énergie nourrissante, une énergie maternelle, un peu comme une mère physique. Donc, d'un point de vue énergétique, notre chakra racine, notre bassin, va donc se mettre en relation avec l'énergie tellurique naturellement pour nous amener justement à ressentir de nous-mêmes, à recevoir de l'énergie qui va nous permettre justement de se sentir dans une position de sécurité. Cette sécurité va nous permettre de nous lever debout. Nous lever debout dans deux façons différentes. Lever debout dans le sens strictement de lorsqu'on était un enfant, on doit apprendre à marcher. Première idée. Deuxième, se lever debout, c'est donc d'assumer qui nous sommes, assumer quelque part nos besoins, assumer ce que nous souhaitons, ce que nous voulons de nous-mêmes et de notre entourage. Donc, à quelque part, c'est vraiment d'apprendre à être suffisamment solide pour se tenir sur ses deux jambes. Donc, inévitablement, vous comprendrez que le bâtisseur peut facilement se retrouver dans une position où il pourrait avoir de la difficulté à se tenir debout si jamais il avait une certaine perturbation dans cette région-là. Si l'énergie est bien équilibrée dans l'énergie du bâtisseur, ce qu'on va retrouver, c'est une personne qui est capable justement donc de se lever debout et qui est très à l'aise dans le monde terrestre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâtisseur est en relation avec l'énergie tellurique, donc l'énergie de la Terre. Alors donc, c'est un homme ou une femme qui est très très à l'aise avec l'idée de bâtir dans le monde de la matière, dans le monde concret. C'est donc quelqu'un qui pourrait facilement se lever le matin avec le soleil, se coucher le soir avec le coucher du soleil, justement. Donc, il y a vraiment un rythme chez lui qui est très important, et ce rythme lui permet d'avoir une excellente planification dans le monde terrestre. Car c'est une personne qui va connaître instinctivement le monde de la matière. Donc, il sait comment justement le gérer et comment le construire pour arriver justement à bâtir ce que je pourrais appeler entre guillemets un royaume, son propre royaume, c'est-à-dire sa propre réussite. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va très très bien comprendre qu'à chaque jour, travailler chaque jour implique justement qu'on construit de plus en plus fortement et de plus en plus solidement un projet de vie. Et le bâtisseur le comprend très 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 bien. Évidemment, il se peut évidemment que le bâtisseur puisse avoir certains déséquilibres. Évidemment, on va voir qu'il y a plusieurs déséquilibres possibles dans chacun des chakras. Je vais me réduire qu'à un certain nombre d'entre eux pour donner des exemples. Par exemple, le bâtisseur qui a une hypoactivité. Une hypoactivité, cela voudrait dire que son énergie est plutôt faible, que son énergie est plutôt il y a un manque de vitalité dans la région. Cela ferait de lui une personne justement qui aurait énormément peur de gaspiller de l'énergie, justement. Il aurait énormément peur de perdre. C'est quelqu'un qui serait énormément attaché à la matière et qui aurait énormément peur de donner, de faire quelque chose qui relève une dépense énergétique, car finalement, il est faible, énergétiquement parlant. Comme il est faible, il a compris qu'il ne fallait pas, justement, se mettre dans une position d'effort, puisqu'il n'en a pas la capacité, tout simplement. Alors que si on regarde l'hyperactif, c'est-à-dire celui qui serait l'opposé de l'hypo, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait trop d'énergie dans son chakra racine, ce serait quelqu'un qui serait énormément à l'aise dans le monde de la matière,
mais aurait une très, très grande ambition à vouloir réaliser, construire, bâtir toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Ce sera donc quelqu'un qui aurait toujours envie de mettre de l'avant une certaine énergie de construction et de bâtisseur, justement. Le danger du bâtisseur hyperactif, c'est de se mettre justement dans une position qui pourrait le rendre en danger, justement, dans une position un peu précaire. Car, justement, le bâtisseur équilibré ne prend aucun risque. Il le fait toujours avec intelligence, s'il prend des risques. C'est-à-dire que s'il met 1 euro ou 1 dollar dans un projet, il a bien calculé, il a bien compris que ça allait lui rapporter quelque chose qui allait lui apporter donc un surplus et non pas une perte. Donc le bâtisseur a très bien compris cela. Par contre, les bâtisseurs hyperactifs, comme il y a énormément d'énergie, il peut effectivement avoir envie quelquefois de vouloir aller trop rapidement ou de vouloir justement dépenser d'énergie en se disant bon, ben, je crois que ça va bien fonctionner, que ça va bien me rapporter et finalement pourrait perdre au change. Car il manque de recul, disons, par rapport au bâtisseur équilibré. Donc voilà, ça c'est un petit peu les premières informations que je pourrais vous donner par rapport à l'aspect psychologique associé au bâtisseur. C'est évident qu'il y a un organe qui est très important au niveau énergétique, et ce sont les reins. Et selon moi, le bâtisseur est beaucoup en liaison avec cette énergie des reins. L'énergie des reins, c'est une énergie justement qui emmagasine pour moi l'énergie tellurique et permet justement à un être humain d'avoir une certaine banque énergétique qui va lui permettre de faire face au stress de la vie. Alors, vous comprendrez que quelqu'un qui n'a pas cette banque d'énergie dans son champ énergétique va se retrouver très rapidement fatigué. Il va se retrouver très rapidement dans un processus où il va chercher justement à se ressourcer et il ne parviendra peut-être pas, justement parce qu'il aura ce manque énergétique. Vous vous rappelez peut-être, ceux qui ont assisté à la conférence précédente et peut-être même à l'enseignement que je vous avais donné précédemment, qu'il y avait la technique d'enracinement, qui était une technique fondamentale dans la pratique chamanique. C'est bien évident que la pratique de l'enracinement, qui consiste à se lier à l'énergie de la Terre, va nous permettre donc de nourrir nos reins. Donc, dans ce sens-là, la technique d'enracinement va vraiment nourrir, aider justement cette énergie du bâtisseur à se développer d'une façon adéquate à l'intérieur de soi-même. Je dis bien l'énergie du bâtisseur, puisqu'il faut bien comprendre que chacun d'entre nous avons un certain pourcentage d'énergie du bâtisseur en soi. Et qu'il faut donc bien comprendre qu'on a tous un bâtisseur à un niveau plus ou moins important. Certains d'entre vous vont retrouver un énorme pourcentage de bâtisseurs en eux, à un niveau plus ou moins actif, hypoactif, hyperactif, équilibré, etc. Et d'autres vont peut-être trouver en eux un bâtisseur beaucoup moins présent et vont découvrir à travers les autres personnalités de base qu'on retrouve dans les chakras vont retrouver effectivement un pourcentage peut-être plus élevé. C'est tout à fait normal et c'est ce qui fait la richesse de l'être humain. Vous comprendrez qu'il n'y a que 7 chakras. Donc, pour arriver effectivement à une complexité telle que nous la connaissons, que sont les êtres humains, il faut sans doute envisager évidemment que dans chacun des chakras, il y a des compositions, des états énergétiques qui vont enrichir donc la personnalité de chacun. C'est ce qu'on va découvrir un petit peu ensemble à mesure qu'on va progresser lors de la conférence. La deuxième personnalité de base, c'est relié au chakra sacré, qui est donc relié au ventre. Alors, j'aime bien l'idée du ventre, hein, c'est plus facile de comprendre un ventre. Qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Un chakra sacré, qui ne veut pas toujours dire quelque chose de clair pour soi. On fait référence souvent au sacrum par rapport au chakra sacré aussi. Donc, ce qui est intéressant à dire par rapport à ce deuxième chakra-là, c'est qu'à mesure que l'enfant naît, bon, il y avait une recherche de sécurité au début qui se développait, et lorsque l'enfant développe cette sécurité-là, il va habituellement découvrir qu'il est distinct par rapport à sa mère et à son père. C'est-à-dire qu'il va découvrir qu'il possède une identité qui est propre à lui-même. C'est-à-dire qu'il va reconnaître qu'il existe et que ses parents existent et que nous sommes différents. Nous avons une distinction. Je suis différent de ma mère, je suis différent de mon père. C'est là que le chakra donc sacré, le ventre, va se développer. Et c'est pourquoi moi je l'appelle le communicateur, puisque le communicateur est en étroite relation avec son identité. C'est-à-dire que moi, si je suis capable de reconnaître qui je suis intérieurement, je suis donc capable de communiquer ce que je suis intérieurement à moi-même, d'une part, me le dire à moi, et d'autre part, le communiquer aux autres. Donc le communicateur va chercher à développer une authenticité avec lui-même, et il va chercher également à développer une authenticité avec les autres. C'est celui donc qui va chercher à développer une communication la plus véritable, la plus juste possible. Vous comprendrez, et vous le savez peut-être par expérience, que la communication n'est pas une chose facile. Que quelquefois, nous
nous avons beau essayer d'être très très clair, et quelquefois, notre entourage ne comprend pas clairement ce que nous voulons lui communiquer. C'est pourquoi donc que ce chakra, le chakra sacré, ce n'est pas une mince affaire que de parvenir à cette relation d'authenticité. D'une part, être authentique avec soi implique qu'on se connaisse très très bien, ce qui n'est pas toujours facile. D'autre part, se connaître très très bien implique qu'on soit capable de s'assumer devant les autres dans cette connaissance que l'on a de soi-même. Donc, d'aller au-devant, peut-être, de certains jugements, de certains regards critiques que notre entourage pourrait avoir de soi. Donc, c'est un défi intéressant que de s'imaginer être en harmonie avec le communicateur qui est en soi, avec notre chakra sacré. Puisque, effectivement, ça nous confronte donc à une recherche de relations humaines, de relations sociales, qui soit la plus constructive, la plus positive possible. Et c'est un beau défi que je vous invite à relever, évidemment. Si nous regardons donc le communicateur, si on revient avec les notions de communicateur équilibré, donc c'est celui qui recherche l'authenticité, si je vous reviens avec l'idée de l'hypoactivité, donc une énergie donc peu développée dans le chakra sacré, c'est évident que le communicateur va se retrouver dans une position où son identité, sa relation avec lui-même ne sera pas très définie. C'est souvent des gens qui pourraient avoir tendance à fusionner avec leur entourage. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas parvenus justement à développer une identité suffisamment forte d'eux-mêmes pour être capables de se reconnaître distincts de leurs parents lorsqu'ils étaient plus enfants. Ce qui veut donc dire qu'en tant qu'adultes, ils ont peut-être une tendance à reproduire cette relation fusionnelle comme s'ils cherchaient justement à renouer contact avec la relation qu'ils avaient avec leur mère ou avec leur père. Donc, ce sont des gens, évidemment, qui auront de la difficulté, justement, à se connecter avec eux-mêmes, à se connecter avec leurs besoins, avec leur identité, puisqu'ils auront toujours tendance un petit peu à se fusionner avec leur monde, le monde environnant. Donc, ce sont des gens, évidemment, qui vont aussi avoir l'impression que le monde environnant a un pouvoir sur eux. Ça nous amène à des cas paranormaux, par exemple, quand on pense, par exemple, à des cas de possession, ou à des gens qui se disent envoûtés. Ce sont des gens, évidemment, qui ont l'impression que leurs frontières sont complètement poreuses, c'est-à-dire qu'on peut pénétrer dedans à qui mieux mieux. Alors, c'est évident que l'hypoactif a cette relation un peu fragile avec son entourage. Alors, évidemment que si on regarde l'aspect hyperactif du communicateur, on va découvrir une chose toute simple, c'est que l'hyperactif va donc avoir une pensée qui est assez forte. C'est peut-être, par exemple, l'enfant qui a compris que lorsqu'il se mettait à pleurer, ses parents venaient très rapidement le voir et que lorsqu'il ne pleurait pas, ils étaient absents. Donc l'enfant a très vite compris que plus il crie, plus il parle fort, plus il s'affirme, plus il a de l'attention, plus il se sent important. Donc, l'hyperactif va développer à ce moment-là une personnalité assez forte de laquelle il va chercher à s'imposer constamment aux autres pour finalement bien faire comprendre aux autres qu'il existe et qu'il n'est pas question qu'on oublie qu'il est là. Et dans ce sens-là, il va chercher constamment à se manifester avec une certaine force, une certaine puissance, une certaine autorité. Ce sont des gens qui vont développer certains talents également. Par exemple, ils vont devenir d'excellents vendeurs, des vendeurs de tout, de tout, de n'importe quoi, qu'importe. Ils vont avoir une capacité de persuader les gens parce que leur identité est très forte, parce qu'ils ont compris quelque part que si une personne dit non, cela ne veut rien dire. Ils peuvent parvenir par leur capacité à s'affirmer et à s'imposer à arriver justement à faire admettre à ces personnes que ce qu'ils proposent est tout à fait valable. Ce sont évidemment des caricatures que je vous propose, mais c'est simplement pour vous inviter justement à vous positionner vous-même par rapport à chacune de ces compositions-là. Comme je vous disais tout à l'heure, le bâtisseur, vous le possédez en vous un certain pourcentage, le communicateur également, on pourrait facilement concevoir que vous le possédez un certain pourcentage également. Donc l'idée ici est de finalement vous comprendre qu'est-ce que c'est que l'équilibre et effectivement de reconnaître où est-ce que vous vous positionnez vous-même par rapport à chacun de ces personnalités de base que l'on retrouve dans les chakras. Si vous voulez bien, nous allons maintenant passer au troisième chakra, qui est donc relié au plexus solaire et qui touche évidemment tout le processus digestif. Mais avant de passer au guerrier, j'aimerais peut-être faire une toute petite parenthèse pour revenir sur le communicateur, pour vous parler du sang. Alors, d'un point de vue énergétique, le communicateur va avoir une relation très étroite avec le sang. Il faut savoir que le sang est un support, un véhicule permettant au corps humain qu'on soit conscient de notre corps humain. Par exemple, si je coupe mon sang, si je suis assis sur mon bras pendant un certain temps, le sang va moins bien circuler, je vais sentir mon bras devenir complètement engourdi.
Et même si je me suis longtemps assis dessus, il se peut même que je ne ressente plus du tout mon bras. Cela veut dire que lorsque le sang n'est pas présent dans mon corps, je ne ressens plus mon corps. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que l'identité chez le communicateur est fondamentale, vous comprendrez que chez le communicateur, le sang doit être en bonne santé. Ce qui implique donc évidemment que l'organe comme la rate, qui va être impliqué là-dedans aussi, mais évidemment, tout dans la qualité du sang, que le sang soit abondant. Et ça, c'est un élément qui est très important. Donc, les liquides organiques, tous les liquides biologiques du corps humain soient abondants pour qu'une conscience, une identité soit forte. Voilà, c'est un peu ce que je vais vous dire. Puis évidemment, vous comprendrez que dans un cas hypo ou hyperactif, ben, on pourrait évidemment concevoir que le sang va être affecté. Par exemple, dans le cas de l'hyperactivité, le sang pourrait devenir plus sèche, moins de sang, moins abondant. Pourquoi? Trop de dépenses énergétiques, justement, qui vont échauffer le sang et l'assécher, par exemple. Vous voyez? Donc, je vous présente un peu des idées pour mettre en évidence toutes les possibilités de ce langage qui est assez riche finalement. Même si on n'a que 7 chakras, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités qui nous font voir effectivement que l'être humain a une certaine richesse véritablement et que cette vérité-là nous permet sans doute de la comprendre d'une façon plus importante. Si on revient maintenant à la nature du guerrier, donc le guerrier c'est le plexus solaire, c'est le troisième chakra. Lorsqu'on est un enfant, on comprend avec le temps que l'on a un certain talent, c'est-à-dire on est meilleur que d'autres. Par exemple, je peux très bien courir plus vite que tous mes amis de mon école. Je constate que je suis donc valorisé parce que je suis le meilleur, celui qui court le plus vite, le plus rapidement. D'autres personnes peuvent se sentir très valorisées par leur professeur, par exemple, parce qu'ils ont d'excellentes notes en mathématiques, ils sont les meilleurs, donc ils doivent se sentir valorisés. Les parents aussi pourraient contribuer à cette valorisation-là. Vous comprendrez que lorsqu'on est valorisé dans la société, même qu'on est un enfant, qu'on soit un adulte, en général, lorsqu'on est valorisé socialement, on ressent un certain pouvoir. On a des facilités, on a des avantages que d'autres êtres humains n'ont pas. Il y a une forme d'injustice là-dedans on pourrait identifier comme une injustice facilement. C'est là que le plexus solaire devient une zone d'importance, puisque elle est le reflet, cette zone-là, c'est le reflet justement de cette nature sociale qui existe dans la société de nos jours, qui repose sur le principe dominant-dominé. C'est-à-dire que le plexus solaire, moi je l'appelle le guerrier. Le guerrier, évidemment, j'aime bien, dans un contexte équilibré, de présenter le guerrier comme étant un guerrier authentique, un guerrier justement qui cherche justement à reconnaître son pouvoir, sa puissance, sa force, de la valoriser, mais de reconnaître qu'il peut servir une cause avec cette force et cette puissance. Un peu comme le beau chevalier qui va servir son roi, car il croit en son roi ou en sa reine. C'est-à-dire que le guerrier équilibré va donc utiliser sa puissance et sa force, ses talents, pour justement mettre en évidence qu'il croit en quelque chose de plus vaste et de plus grand que lui. Et c'est pourquoi il doit s'investir, et il va s'investir avec une certaine puissance, une force, qui peut même être reliée à une forme de violence, s'il le faut, car le guerrier a toutes ses compétences et ses forces à l'intérieur de lui-même pour pouvoir arriver à se réaliser à ce niveau-là. Donc, le guerrier a donc un aspect très important, c'est donc cette énergie de puissance, de force, qu'on va apprendre à valoriser tout au long de la vie. Vous comprendrez que quelqu'un qui est hyperactif dans le contexte du guerrier va être une personne justement qui va être dominante, c'est-à-dire une personne qui va apprendre justement à reconnaître qu'elle a une certaine force, une certaine puissance, et que cette force, cette puissance-là lui permet de faire des choses que d'autres ne peuvent pas le faire, tout simplement. Donc, quand on assume sa puissance et sa force et qu'on n'en a pas peur et qu'on ne craint pas de l'utiliser et qu'on n'a pas peur de l'injustice, ben, on va bénéficier de tous les avantages possibles que cette force, cette puissance qu'on a acquise va nous permettre de concrétiser. Alors donc c'est dans ce sens-là que le guerrier hyperactif va souvent être donc un être dominant, un être agressif, qui n'aura pas peur justement de manifester sa force physique pour faire comprendre aux gens qu'il veut quelque chose et qu'il va l'obtenir. Donc ça nous rapproche évidemment des guerres. Hein, on se demande toujours bon, pourquoi l'être humain se ramène toujours à cette notion de guerre, de combat, de dominer les autres. Bien évidemment, le plexus solaire en est certainement une cause importante. L'organe qui est relié au plexus solaire et au guerrier est le foie. On dit souvent que le foie est associé à la colère, ce qui n'est pas tout à fait faux. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le foie est un organe important puisqu'il permet de reconnaître les signaux des chakras inférieurs, donc le chakra racine qui est relié à la sécurité et le chakra sacré qui est relié à l'identité, et de nous permettre justement de reconnaître ces besoins-là qui sont là et de nous permettre effectivement de les assumer, de les
manifester dans une certaine force, une certaine puissance pour se faire reconnaître, pour les reconnaître nous-mêmes d'abord et qu'ils soient reconnus par notre entourage. Ici, on parle de l'hypoactivité dans le cas du guerrier. Alors, l'hypoactivité, évidemment, est donc un manque d'énergie dans la région en question. Alors, vous comprendrez que tantôt, je vous ai dit que l'hyperactif, c'était le dominant, donc l'hypoactif est certainement le dominé, c'est-à-dire celui, justement, qui a accepté qu'il n'était pas le vainqueur, qu'il était le vaincu. Et donc, cette personne-là va souvent se mettre dans une position de victime, une position dans laquelle elle va accepter d'être au service d'eux, mais dans le sens un peu soumis du terme. Donc, vous voyez, c'est un peu la dynamique qui pourrait se retrouver dans l'hypoactivité du plexus solaire ou de la nature du guerrier, qui est relié donc au troisième chakra. Si vous voulez bien, donc, on va passer maintenant au quatrième chakra, qui va nous donner donc une relation avec le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur qui nous met en liaison justement avec cette notion d'enracinement dont je vous avais parlé lors des exercices, des leçons précédentes ou de la conférence précédente. On a parlé donc d'enracinement qui nous amenait donc de l'énergie de la terre, des pieds jusqu'au chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur est une zone importante. Elle nous met en relation justement avec l'adulte qui est en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai reconnu ma puissance et ma force qui relie le plexus solaire, je reconnais maintenant que je suis un être qui s'aime. Et parce que je m'aime, j'ai le goût de me respecter. Et parce que j'ai le goût de me respecter, j'ai envie de collaborer, évidemment, avec l'autre, avec d'autres êtres humains, même le respectant. Donc, j'ai envie, effectivement, de servir socialement la communauté, mais pas n'importe comment. J'ai envie de me respecter d'abord pour être capable d'apporter ce que j'ai de mieux à la société. Donc, dans un monde idéal, évidemment, chaque être humain aurait sa place sur Terre et chaque être humain aurait le sentiment qu'il fait quelque chose de juste et en harmonie avec lui-même. Évidemment, on sait que la société fonctionne de façon qui n'est pas toujours facile. C'est pas facile de prendre sa place, puisqu'il y a plein de conditions qui font que cette place-là ne nous sera pas acquise, ne nous sera pas donnée si facilement que cela. Donc, le chakra du cœur exige, en fait, une certaine forme d'accueil de soi. S'accueillir, c'est de reconnaître qu'on a des besoins particuliers, qu'on a un besoin de sécurité qui est particulier, qu'on a des besoins de communication qui sont particuliers, qu'on a des besoins affectifs qui sont particuliers, on a des besoins de s'affirmer qui sont particuliers, on a des besoins de s'aimer qui sont particuliers. C'est-à-dire qu'on est différent dans notre façon d'exiger ou de demander à quelque part de l'amour. Donc, dans le chakra du cœur, il y a cette première étape nécessaire de se dire, ben moi, j'assume ma différence. J'accepte que je sois différent de telle personne et de telle autre personne. Ça veut dire que pour moi, je suis différent. Ça ne veut pas dire que je suis moins bien ou que je suis mieux. Ça veut simplement dire que je suis différent. C'est l'individualisation, en fait, que le chakra du cœur nous apporte. Et donc, le serviteur va nous apporter justement cette possibilité de se reconnaître comme un être de service, mais comme je disais tout à l'heure, un être de service qui s'assume, qui se respecte et qui va avoir envie de collaborer avec la société, mais dans des conditions qui vont lui être propres. Donc, il va apprendre à s'aimer, à s'individualiser, pour ensuite servir la société en accord avec ses propres valeurs, sa propre vision du monde, et d'une façon autonome. C'est-à-dire que le serviteur n'est pas nécessairement quelqu'un qui va se perdre dans les autres, il va avoir envie de collaborer, mais en préservant justement les compétences et les qualités qu'il a acquises. Quand il se reconnaît, il se valorise, et pour lui, c'est ça qui est important. Donc ça, c'est beaucoup le serviteur équilibré. Encore une fois, on sait bien qu'on peut concevoir qu'un serviteur qui pourrait être hypoactif, donc qui a peu d'énergie dans son chakra du cœur. Et dans ce cas-là, on retrouverait une personne justement qui aurait peut-être tendance à se renfermer sur elle-même, à avoir l'impression justement qu'on ne veut pas d'elle, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas intéressé à ce qu'elle prenne sa place, elle n'est pas intéressée à se sentir, donc elle ne se sent pas intéressée, elle ne se sent pas accueillie par l'entourage. Donc elle va tendance à s'isoler cette personne-là et à ne pas s'apprécier ou à ne pas s'aimer parce qu'elle ne va pas avoir l'impression que elle peut s'aimer puisqu'elle n'est pas accueillie par son entourage. Ça, c'est un peu l'idée de l'hypoactif. C'est donc la personne qui s'isole, en fait, par rapport à la communauté, à la société, et qui a toujours l'impression, justement, qu'elle est de trop, parce qu'elle n'a pas reconnu sa place, finalement. L'hyperactif va être une toute autre personne, puisqu'il y a beaucoup d'énergie dans le chakra du cœur, et comme l'énergie du chakra du cœur est beaucoup liée à l'idée du service, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie dans cette région-là va devenir effectivement un serviteur. Mais ce serviteur-là pourrait être d'une façon trop importante dans le désir de servir, et il pourrait effectivement donc s'oublier dans le service,
Je pense souvent, par exemple, à l'exemple d'une infirmière ou d'un infirmier qui tient à cœur ce travail, pour lui, très important, pour elle, c'est très important, et qui se donne vraiment très, 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 très fortement à ce travail, en oubliant carrément de prendre des pauses, en oubliant carrément d'être attentive à elle-même, parce que justement, elle valorise davantage l'idée de soigner que de se soigner ou que de prendre soin d'elle. Alors, vous voyez, c'est un danger, évidemment, qui pourrait être présent. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce sont des caricatures, évidemment, que je vous présente. Il y a des subtilités, puisqu'on ne parle pas de tous les états énergétiques possibles. On va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc, il faut juste, comme je disais tout à l'heure, c'est pour vous présenter un peu les grandes lignes de chacun des chakras pour vous amener justement à vous positionner vous-même et à reconnaître, ah ben moi je suis plus bâtisseur, ou moi je suis plus guerrier, ou je suis plus sagittaire. Voilà. Le sagittaire, son organe, l'organe principal est le cœur. Alors le cœur, évidemment, est un organe important, puisque le cœur nous permet justement de pouvoir manifester cette notion d'amour dont j'ai parlé tantôt, et c'est évidemment le cœur qui va permettre au sang de pouvoir circuler du bas vers le haut et du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a comme une circulation du sang qui se fait par le biais du cœur, et cette circulation du sang, ce rythme, cette dynamique du sang va être produite aussi par cette capacité justement d'être en cohérence avec soi-même, c'est-à-dire être en cohérence avec l'amour de soi. Si je suis cohérent avec l'amour de soi, ben le sang circule adéquatement, mon cœur a un bon battement et tout va bien. Alors, c'est un peu ça qu'on pourrait dire par rapport à cette correspondance au niveau de la région du cœur. Évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus, mais je pense que ce sera suffisant pour cette fois-ci et on pourra approfondir éventuellement de toute façon. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la diapositive suivante. Donc voilà. Alors nous arrivons maintenant aux trois personnalités que l'on pourrait qualifier de spirituelles. Alors, qui sont plus orientées à la spiritualité. Alors je vais le faire un petit peu rapidement. Donc le cinquième, c'est le créateur. Le créateur, c'est relié au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, évidemment, on le situe par rapport à la créativité, dans le sens qu'en tant qu'être humain, dans notre développement humain, lorsqu'on est arrivé au niveau du cœur, on est devenu un homme ou une femme adulte, mature. Quand on arrive à la région de la gorge, on devient un être inventif, créateur. Pourquoi? Parce qu'on on s'ouvre véritablement à l'énergie cosmique. On s'ouvre à ce qui n'est pas encore réalisé sur Terre. Comme si les quatre premiers chakras nous permettaient de nous consolider avec l'énergie de la Terre pour nous stabiliser, pour nous rendre solides, forts. Quand on arrive au chakra de la gorge, on commence à se rendre réceptif à des énergies supérieures qui nous éloignent du connu et qui nous rapprochent de l'inconnu. Lorsqu'on est capable justement de verbaliser justement ces inspirations créatives qui proviennent de l'énergie du ciel par le biais de la gorge, on devient des êtres créateurs, inventeurs, capables d'amener de nouvelles formes sur Terre, de nouvelles visions, de nouvelles façons de concevoir la vie. Ce sont des nouveaux modèles de pensée, des nouveaux objets, des nouveaux objets de décoration, de vêtements, etc. Ce sont des inventions pures. On sait évidemment que ces inventions pures vont être reprises par la suite par d'autres êtres humains qui vont trouver que c'est une bonne idée. Et là, ça sera plus le créateur comme tel qui va se manifester, mais ça sera davantage le communicateur qui, lui, a tendance effectivement à toujours un petit peu se comparer aux autres, parce qu'il y a une identité qui est très forte. Donc, il a besoin donc de se comparer aux autres et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que l'autre fait, est-ce que l'autre fait quelque chose de bien. Donc, si ça fonctionne et que c'est bien, ben, je vais le reproduire, etc. Donc, vous voyez que c'est un petit peu la subtilité que j'aimerais vous dire par rapport à l'idée de créativité reliée à la région de la gorge. Le chakra de la gorge est relié au bulbe rachidien, qui est donc c'est un organe qui va permettre donc les informations de tout notre corps, de pouvoir se manifester dans notre cerveau. Alors, c'est toute la notion plus instinctive, plus animale qui va se retrouver dans le bulbe rachidien, mais qui va nous permettre justement de pouvoir se rendre réceptif justement à cette capacité de donner forme à cette inspiration créatrice dans notre corps de chair, dans notre corps de matière. Quelqu'un qui est actif au niveau du chakra de la gorge va donc être quelqu'un qui va se lever le matin et qui va se dire, ben, moi, ce que j'aime, c'est la routine. Donc, c'est celui qui aime la routine à tous les niveaux de sa vie. N'aime pas le changement, n'aime pas l'inconnu, il aime que tout le temps les choses se fassent comme elles doivent se faire naturellement, par la répétition et sans changement. Et il aime justement que tout se fasse comme ça doit se faire chaque jour de la même façon, etc. Donc, aucune surprise. L'hyperactif au niveau du chakra de la gorge va être évidemment quelqu'un qui va avoir énormément de créativité, mais à un point tel qu'il va avoir plein d'idées, plein de projets dans sa tête, mais va être complètement envahi par ça. Il ne sera pas capable de
d'organiser le temps pour être capable de réaliser ces projets-là un à un. Donc, c'est quelqu'un qui va souvent avoir la difficulté à concrétiser ses projets ou cette créativité-là parce qu'il ne sera pas à l'aise à concrétiser cette créativité-là. Donc, c'est souvent quelqu'un qui a besoin justement de gens qui vont être plus à l'aise dans le monde de la matière pour l'aider à réaliser ces grands projets. Sinon, il pourrait être prisonnier de plein de pensées qu'il ne pourrait pas arriver à réaliser. Donc, ça, c'est pour le créateur. Donc, si on va maintenant au sixième chakra, qui est le philosophe, donc c'est la région du cerveau, on dit souvent le troisième œil. Donc, on dit également pour moi que c'est le sage, le philosophe. Moi, j'aime bien le philosophe parce que je crois que lorsqu'on atteint ce niveau de conscience, les chakras, les deux chakras ont une synchronisation des hémisphères qui s'effectue. C'est-à-dire que tant le rationnel que l'intuition se communiquent entre eux. Et parce qu'ils communiquent entre eux, on arrive à une compréhension de la vie comme dans un esprit de synthèse, dans une vision globale des choses. On est capable d'avoir un recul par rapport à ce qui se passe autour de soi. On est dans un processus très favorable au développement de l'intuition et très favorable à une conscience des choses qui est vraiment envoyée à la sagesse du sage, qui comprend tout ce qui se passe, qui ne juge pas, qui accueille et qui arrive donc à développer une compréhension de la vie qui est de plus en plus en étroite relation, en étroite harmonie avec des lois de l'univers. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait déqualifier le philosophe équilibré. Si on le situe hypoactif, le philosophe hypoactif, c'est celui, effectivement, qui va être très intuitif. Mais intuitif dans le sens presque irrationnel du terme. C'est quelqu'un qui va être tellement intuitif qu'il va attribuer plein de relations spirituelles, de choses invisibles, comme s'il avait donné beaucoup d'importance à ce monde invisible-là, et l'aspect rationnel, l'aspect objectif, par exemple, va être beaucoup moins important à ses yeux. Si on regarde l'hyperactif, ça va être le contraire. L'hyperactif va être quelqu'un qui va rechercher constamment à se mettre dans une position euh, de, 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 vouloir inventer, de vouloir pas inventer, excusez-moi, mais d'un peu comme un scientifique qui va avoir une rigueur scientifique, qui va toujours chercher justement à mesurer les choses de façon très technique, très scientifique, tout va être démontré objectivement et scientifiquement. Alors, vous voyez, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'hyperactif maintenant chez le philosophe. Si on regarde maintenant le spirituel, qui est le septième chakra, qui est le sommet de la tête, donc, le septième chakra, évidemment, nous met en relation avec une énergie spirituelle très élevée. C'est un peu comme si on reconnaissait notre mission de vie, pourquoi nous sommes sur Terre. Donc, l'être spirituel est connecté avec ce qu'on pourrait appeler son âme, son expression spirituelle, son essence fondamentale, et est en étroite relation, de façon constante et continue avec elle, ce qui lui permet donc d'être tout le temps en liaison avec cette essence fondamentale, de jamais perdre la raison d'être de son existence et qu'est-ce qu'il a à faire sur Terre comme mission de vie, justement, qui est très nette et très précise dans sa tête. C'est quelqu'un qui a le sentiment, justement, de réalisation, puisque comme il est très connecté avec cette notion de mission, il est capable, justement, de ne pas se laisser prendre par les formes terrestres, par les plaisirs terrestres, parce qu'il en est détaché en quelque sorte, et il est capable donc de très bien concevoir qu'est-ce qu'il doit faire pour répondre justement essentiellement à sa mission, tout simplement. Si on regarde l'hypoactif qui est spirituel, l'hypoactif, effectivement, il va être quelqu'un qui se lève le matin en se posant un million de questions existentielles, car il ne sait pas pourquoi il vit. Il ne sait pas pourquoi il vit parce que toute forme de mouvement de vie l'amène à un questionnement de pourquoi. Parce que je ne sais pas pourquoi je vis, je ne sais pas pourquoi je suis là, parce que cette personne-là n'est pas connectée avec son essence fondamentale, il la cherche, il se trouve absent d'elle, donc il est en quelque sorte vide intérieurement et il se pose des questions constantes et continues à savoir pourquoi ça. Donc ça serait un peu pour l'hypoactif. L'hyperactif spirituel maintenant, ce serait une personne justement qui aurait une très grande ouverture spirituelle, mais tellement grande qu'il aurait tendance à se perdre dans la spiritualité. Ce sont évidemment les exemples classiques, disons, des personnes effectivement qui vont par exemple être constamment en méditation, qui sont constamment dans cet univers spirituel et qui n'arrivent plus à fonctionner dans le monde terrestre tellement ils sont dans la spiritualité. Ils deviennent donc maladroits dans le monde de la matière, ils ne sont plus là, ils sont carrément absents et ils sont maladroits dans le monde de la matière pour cette raison-là. Donc, évidemment, une question d'équilibre. Le spirituel, évidemment équilibré, va chercher justement donc être capable de vivre dans le monde de la matière tout en reconnaissant cet univers spirituel, tout en lui donnant de l'importance, mais en reconnaissant aussi la réalité terrestre. Voilà, donc c'était les sept grandes personnalités de base que je voulais vous présenter aujourd'hui.
Si on va passer maintenant à l'étape suivante, alors évidemment, on va faire ça très rapidement, mais je vous les présente simplement sommairement. Je disais tout à l'heure qu'il y avait donc un état équilibré. Il y a donc évidemment, donc pour chacun des chakras, d'autres états énergétiques. On a vu l'état hyperactif, qui est une dépense énergétique. On a vu hypoactif, qui est un ralentissement énergétique. Il y a également d'autres états que vous pouvez voir sur la petite étape que je vous présente. Donc, le désalignement, qui est une désensibilisation. Quand on a un choc émotionnel très fort, on va se désensibiliser. Donc, ça va désaligner la région de chakra en question. Il y a également des surcharges. Les surcharges, c'est des trop pleins d'énergie à force qu'il y a une hyperactivité ou une hypoactivité qui dure assez longtemps. Il y a donc une surcharge, une congestion qui va se faire dans les deux cas. Il y a évidemment le dernier état énergétique qui se rapproche donc de l'état le plus perturbé, disons, puisqu'on ne se sent pas très en forme à ce moment-là, c'est l'épuisement, qui va donc effectivement indiquer à ce moment-là que l'énergie est moins absente et qu'évidemment, donc, on se retrouve dans une position un peu plus difficile. Alors, voilà, ça c'est un petit peu très rapidement les 7 grandes dynamiques psycho-énergétiques, les 7 grands mouvements énergétiques. Alors, vous avez compris qu'il y a donc 7 chakras, 7 mouvements. Donc, je vous présente ici très rapidement, encore une fois, une petite acétate qui vous présente simplement une grille qui a été conçue, qui va aller avec les jeux de cartes, qui va aller donc avec un enseignement sur la psychoénergétique des chakras, qui vous montre un petit peu donc le bâtisseur, le communicateur, le guerrier, le serviteur, le créateur, le philosophe et le spirituel. Et d'une façon horizontale, vous allez voir qu'il y a des chiffres avec des états, donc des états équilibre, des alignements hypo surchargés, épuisement d'un côté, et de l'autre côté, donc équilibré, des alignements hyper surchargés et épuisés, avec des pourcentages. Donc, on peut arriver par intuition à déterminer notre pourcentage. Est-ce que mon bâtisseur, par exemple, est très surchargé en hyperactivité, par exemple, ou est-ce qu'il est épuisé en hypo? Vous voyez, c'est des choses qu'on peut arriver à faire par l'apprentissage. Et c'est un peu ça l'objectif, d'ailleurs, de la série d'enseignements que je vais vous proposer prochainement. Ce sera évidemment d'apprendre effectivement, donc approfondir un peu comment on peut arriver donc à identifier l'état d'un chakra et de l'équilibrer par la suite. Évidemment, l'autre aspect qui sera important à regarder tout au long de cette série d'enseignements-là, ce sera d'intégrer le décodage intuitif et les soins psychoénergétiques en harmonie avec les chakras. Donc, d'apprendre évidemment à décoder intuitivement la sous-personnalité dominante qui est associée au chakra. Donc, pour chaque chakra, je peux être, par exemple, dans mon chakra racine, avoir un bâtisseur en moi, mais ce bâtisseur-là a un certain pourcentage. Donc, d'apprendre à l'identifier, de comprendre pourquoi il est dans cet état-là, quelle est la raison d'être de sa perturbation, de le déprogrammer et de l'équilibrer par les techniques psychoénergétiques qu'on aura vu, qu'on verra tout au long de la série qui va avoir lieu très prochainement. Alors, vous voyez, donc c'était très rapidement, évidemment, une présentation de base pour vous montrer un petit peu la relation qui existe entre les chakras et la psychologie, et donc, d'autre part aussi avec l'énergétique, qui vous donne donc une idée un peu globale de ma perception, de ma vision des choses au niveau des chakras. Évidemment, lors de la série, nous allons davantage parler de toutes ces grandes questions de comment équilibrer un chakra, qu'est-ce qu'un chakra, mais comment l'équilibrer. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs techniques et on va faire un peu de l'anatomie énergétique, pourrait-on dire, et des techniques pour arriver justement tout doucement à devenir conscient de l'état énergétique des chakras et de comment on peut les établir et les équilibrer. Donc, je vous parlais donc de ce fameux petit séminaire, cette petite série en fin de compte qui va avoir lieu très bientôt. Donc, ça va commencer le 17 juillet. C'est 6 ateliers, donc c'est 6 fois 1 heure, donc c'est quand même assez important. Dans chacun des ateliers, vous allez avoir donc un exercice pour travailler sur un chakra, pour arriver à identifier donc d'une part l'état énergétique, psycho-énergétique, et d'autre part comment l'équilibrer. Et il y aura donc une combinaison de tout ça avec le décodage intuitif qui sera également proposé. Donc voilà, donc moi évidemment je suis canadien, je me promène en France, je suis au Québec aussi. Donc vous pouvez toujours aller visiter le site écoutemaginaire.com pour en savoir un peu plus sur mes prochaines activités. Donc il y a donc des livres également qui existent, qui sont disponibles pour ceux qui seraient intéressés également d'aller un peu plus loin dans la pratique de l'écoute imaginaire. Alors voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Alors je vais donc vous laisser le soin, si vous avez des questions, de me les poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc
remercie. Alors, merci beaucoup, Sylvain, pour cette rencontre. Alors, j'aimerais vous préciser que la série sur le décodage intuitif équilibre psycho-énergétique des chakras débutera officiellement avec la leçon 1 le mardi 17 juillet avec cette leçon 1 qui s'intitule Ouverture et fermeture d'un chakra. Donc, cette série, évidemment, comme les séries sur Conversation Papillon, est réservée aux abonnés privilèges. Donc, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion de vivre cette merveilleuse série. Alors, déjà, quelques questions dans le chat. Sylvain, premièrement, Graine de Vie qui demande quels sont les livres. Est-ce que tu peux nous préciser les livres dont tu parlais tout à l'heure, Sylvain, pour Graine de Vie? Donc, ce que je voudrais, oui, donc, bonjour. Alors, donc, la question sur les livres, ben, en fin de compte, il y a le décodage intuitif et soins psycho-énergétiques, qui est un livre que vous pouvez trouver sur le site de l'Écoute Imaginaire. Il n'est pas distribué présentement. C'est une version plus récente et plus actuelle d'un livre que vous pouvez trouver en librairie qui s'appelle Devenir intuitif. C'est le livre le plus pratique, le plus accessible pour celui qui recherche justement de mieux comprendre la méthode. Il y a également le livre Le Messager, qui est un livre qu'on peut trouver seulement sur le site de l'Écoute Imaginaire. Ça va bientôt changer, mais c'est le cas présentement. C'est un tout petit livre qui vous présente un récit initiatique qui vous montre encore une fois la méthode, mais un peu comme dans un voyage, un peu comme un voyage chamanique, dans lequel on apprend à déprogrammer la mémoire tant sur soi que la mémoire universelle, pour arriver à accéder justement à une relation spirituelle avec notre âme de façon plus importante. C'est comme ça qu'on pourrait l'écrire. Et également l'écoute imaginaire, qui est un livre que vous pouvez trouver en librairie, qui est un livre un peu plus costaud, qui présente les fondements théoriques de l'approche. Il est beaucoup plus élaboré. Il y a également donc des CD audio qui existent aussi sur l'approche, des grilles qui vont sortir en septembre plus officiellement, mais il y en a déjà plusieurs qui sont déjà sortis et qui présentent un peu la grille de psychoénergétique des chakras et comment déséquilibrer, comment se soigner avec, etc. Donc, globalement, c'est ce que je vous dirais là, au niveau des livres par rapport à ce sujet-là qui vous intéresse. Une personne qui me parle justement qu'elle parle des énergies négatives de certaines personnes et qu'elle est fatiguée après avoir été en contact avec certaines personnes qui auraient ces énergies-là. Alors évidemment, la pratique de l'enracinement est une belle façon, on en avait déjà parlé dans les leçons précédentes, dans la conférence précédente. Je ne suis pas revenu cette fois-ci véritablement, mais c'est une technique fondamentale, je vous dirais, pour apprendre justement à se ressourcer. Rappelez-vous finalement qu'il faut que vous ayez une position qui soit vraiment en liaison avec la terre et le ciel. Si vous êtes dans cette position d'alignement avec la terre et le ciel, vous allez être capable de vous recharger beaucoup plus rapidement que quand on se trouve finalement dans une position de trop aidant. Quand on est trop aidant, souvent on va perdre cette position-là et ça peut être perturbateur à ce moment-là et épuisant à la fois également. En fait, mes visions d'enfance sont reconnues, mais je suis content, Sylvie, que vos visions d'enfance soient reconnues. Ça me fait plaisir de l'entendre. Euh, donc, il y a une question ici concernant les entorses. Comment on peut interpréter les entorses et tout ça? Évidemment, c'est certain qu'on peut. Il y a deux façons d'aborder ce genre de problème énergétique ou physique, hein, en fait. Soit qu'on l'aborde de façon très théorique. Alors, évidemment, on peut facilement penser justement que les gens sont notre support, et que les problèmes, toutes formes de problèmes qui sont reliés à ce support physique-là nous donnent l'impression qu'on ne se tient pas debout, qu'on est peut-être à la difficulté justement à être capable donc de manifester une certaine puissance. Hein. Les ligaments déchirés sont reliés peut-être à l'énergie du feu qui déchire les tissus, donc une énergie qui est mal canalisée, qui est mal dirigée, qu'on assume mal, et peut-être une énergie d'affirmation. Ça, c'est une interprétation un peu, entre guillemets, théorique. C'est évident que dans la pratique de l'écoute imaginaire, on met beaucoup d'emphase sur le décodage intuitif, donc d'apprendre à être à l'écoute des organes, des régions du corps qui ont des perturbations, qui vont nous enseigner de façon très directe, très vivante, ce qu'elles vont nous dire. Alors, évidemment, dans la psychologie des chakras, ce que je propose, c'est un peu de combinaison des deux, c'est-à-dire d'avoir un modèle théorique un peu étoffé pour être capable de justement, pour que ça puisse servir l'intuition en quelque sorte. Voilà. Alors, les questions vont un peu plus rapidement, mais merci beaucoup
ou la glande thyroïde reliée au créatif. Donc, un point d'interrogation. Alors, souvent, c'est une question qui m'est posée. Donc, oui, c'est relié à la créativité, mais une créativité que je vous dirais qui est beaucoup plus de l'ordre de l'inspiration. Si on compte la parole qui soigne, la parole qui guérit, la parole créatrice, quand on parle des cours des miracles, quand on parle de la pensée positive ou affirmative, tout ça est étroitement en relation avec un alignement. C'est-à-dire que la pensée positive n'est pas positive si elle n'est pas alignée à une force plus grande que la sienne, que soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en liaison avec une inspiration spirituelle. Si on est simplement relié à notre identité, à notre ego, on a peu de chances d'avoir justement cette pensée inspirante et créatrice. Alors, c'est dans ce sens-là que la gorge va être vraiment reliée au créateur, puis c'est aussi évidemment relié donc à cette personne qui est capable d'avoir des antennes très sensibles pour capter des formes, des pensées, des idées qui ne sont pas reconnues dans la dimension terrestre, et le créateur va avoir l'inspiration, la force intérieure pour y croire suffisamment pour l'amener au monde, l'amener sur Terre. C'est ce que je vous dirais par rapport à ça. Alors, il y a une personne qui me disait bon, qu'elle avait perdu sa mère à 8 ans, 8 ans et demi, et se demandait évidemment s'il y avait une relation à faire avec le chakra. Évidemment, l'intérêt de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu de théorie, évidemment, pour vous situer par rapport au chakra. Ce serait dommage, par contre, de tomber dans une espèce de carcan rigide, théorique, dans lequel on essaie d'amener une théorie peut-être pas vivante, finalement, pour comprendre des phénomènes. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a deux informations à comprendre. C'est que les grilles que je vous ai proposées aujourd'hui donnent des pistes pour réfléchir sur vous-même, pour réfléchir sur votre situation énergétique, mais elles doivent aussi souvent se combiner à une démarche peut-être plus intuitive, et c'est là que l'écoute imaginaire devient un outil fort intéressant pour apprendre justement à aborder de façon plus directe et plus vivante et plus étroitement liée avec le champ énergétique d'une personne pour mieux comprendre. Nous, en fait, si on fait sur soi, de mieux se comprendre. C'est ça un petit peu la série des exercices qui vont être proposés le 17 juillet, qui vont commencer le 17 juillet. Ce sera évidemment de vous proposer des outils concrets pour être capable justement de pouvoir effectuer un travail de décodage et de soins sur ces régions et mieux comprendre justement ce que votre corps souhaite communiquer ou vos chakras justement. Alors, évidemment, on me demande si est-ce que l'ancrage suffit pour harmoniser nos chakras. Il n'y a rien qui suffit. Dites-vous bien cela, parce que l'être humain, c'est quelque chose de complexe. C'est-à-dire que, d'un point de vue énergétique, s'ancrer, s'enraciner, c'est une façon d'apprendre à gérer notre énergie vitale, à favoriser qu'elle se féminise. Par contre, il faut bien comprendre que, d'un point de vue énergétique, c'est intéressant. Ça permet donc un mieux-être d'un point de vue énergétique, mais on sait que l'énergie est animée par des pensées, par de l'émotion, par donc de l'information psychologique. C'est évident que si on n'en tient pas compte, on va s'enraciner, mais si on est complètement perturbé émotionnellement parlant, ou qu'on n'est pas du tout en harmonie avec soi émotionnellement parlant, ben c'est évident que l'enracinement sera beaucoup moins efficace, puisqu'on ne sera pas en mesure de se rendre, s'harmoniser justement à la nature émotionnelle de notre personne. Donc, ce serait donc important, évidemment, de faire un travail là-dessus. C'est pourquoi que l'écoute imaginaire devient un outil formidable pour faire ce travail-là, parce que justement, on tient compte de la réalité énergétique, mais aussi psychologique, et qu'on parvient justement à communiquer avec elle par le biais du décodage intuitif. Alors, les énergies saisonnières sont-elles associées à un chakra? C'est évident que, je vous dirais que c'est bien évident que les frontières, donc le communicateur, les frontières, pourquoi? Mais parce que justement, c'est le système immunitaire, donc le communicateur qui peut être impliqué dedans. Mais je vous dirais également qu'on doit envisager aussi le chakra du cœur, qui peut avoir aussi un impact important. Alors évidemment, toute l'idée de l'immunité touche nos frontières. Nos frontières, vraiment, touchent le communicateur. Donc, il faut sans doute envisager que la cause originelle de tout ça peut être en relation, évidemment, avec un problème de frontières qu'on doit peut-être réfléchir là-dessus, peut-être pour commencer, pour faire une démarche. Là. Sans faire des règles encore strictes, c'est peut-être des pistes que vous pouvez explorer. Alors, quand je vis pour en France pour des ateliers, puis ça se fait en septembre. Si vous êtes sur le site, vous allez voir qu'il y a une tournée importante en septembre pour plusieurs villes en France. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller visiter le site de l'écouteimaginaire.com. Ça vous donne des formations. Alors, la couleur verte veut-elle dire que la personne est un serviteur et donc un guérisseur? Encore là, évidemment, comme vous disais tout à l'heure,
c'est évident que les guérisseurs, quelqu'un qui est un guérisseur, qui est un serviteur, plutôt qui est relié au chakra du cœur, qui est très fortement développé à cet endroit-là, a des compétences pour guérir. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est quelqu'un qui va se donner facilement aux autres, naturellement. Donc, c'est évident que la couleur verte peut être importante. Dans la pratique, vous allez voir dans la série que les couleurs, pour moi, ne sont pas attribuables de façon rigide à un chakra. C'est-à-dire que je peux avoir mon chakra du cœur, théoriquement, ça devrait être vert, mais il pourrait très bien ne pas être vert. Pourquoi? Bien parce que justement, il y a peut-être un désaccord dans les fréquences énergétiques qui font que je vais absorber des énergies colorées qui ne sont pas nécessairement les mêmes que d'une personne à côté. Alors, vous voyez que c'est un modèle théorique qu'on donne trop rigide, on perd peut-être la subtilité des choses. Alors, moi, je m'inviterais donc d'être davantage en relation avec cette subtilité-là. Lorsqu'on se sent voûté au chakra sacré, ce que ça signifie que ce soit un niveau au deuxième chakra, sur le deuxième chakra. Alors, c'est sûr que l'idée de l'envoûtement, c'est un processus qu'on vient comprendre où on donne du pouvoir à quelqu'un. Parce qu'on se sent voûté, ça veut dire que la personne à qui on attribue l'envoûtement a un pouvoir sur nous. Donc, c'est évident qu'à ce moment-là, le chakra sacré, il y a effectivement des chances qu'il y ait une certaine perturbation énergétique dans cette région-là et qui sera reliée peut-être à un état hypoactif. Je dis bien peut-être, comme je disais tantôt, il n'y a pas juste l'hypo, il y a le désalignement qui est un état qui pourrait favoriser ça. Il y a l'hypo surchargé qui est un état encore plus avancé, puis l'épuisement. Alors, plus les frontières sont fragilisées, plus on donne du pouvoir aux autres, plus on va évidemment se retrouver dans une position où on va pouvoir effectivement se sentir envoûté ou même possédé, puisqu'on donne du pouvoir de façon importante à notre entourage à ce moment-là. Peut-on appartenir à plusieurs chakras à la fois? Absolument. C'est ça qui fait la richesse de l'être humain. C'est-à-dire que chaque chakra a vous avez tous un certain pourcentage dans chacun des chakras. C'est ce qui fait la richesse de votre être. Alors, plus vous êtes capable de pouvoir justement vous retrouver dans chacune d'elles, plus vous êtes capable de vous retrouver et de vous dire, ben, je pourrais faire tel travail sur moi pour arriver à me rapprocher de l'équilibre. Alors, c'est là qu'on tombe dans le langage énergétique qui fait que c'est pas un modèle rigide à lequel on fait face, mais quelque chose qui est plein de subtilité, plein de complexité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi j'ai voulu, moi, mettre en place un jeu de cartes et des grilles, parce que justement, je vais mettre en évidence ce jeu imaginaire dans une dynamique, en fin de compte, qui serait peut-être plus accessible au grand public que simplement par le biais d'écoute imaginaire, qui est une voie peut-être un peu plus limitée. J'ajouterais aussi que il y a un nouveau volet qui s'est développé dans la pratique de l'écoute imaginaire qui intègre donc le mouvement libérateur, le rituel thérapeutique, les sons guérisseurs, le dessin projectif. C'est Jacqueline Lebovici qui a développé cette méthode-là avec moi et c'est elle qui va enseigner cette approche-là. Et il va donc y avoir également un volet sur la psychologie énergétique des chakras et l'utilisation de ces thérapies-là plus créatives, je dirais. Voilà. Est-ce que la couleur peut guérir? C'est bien évident que tout peut favoriser la guérison. Et les couleurs, c'est bien reconnu. La chromothérapie, par exemple, démontre très clairement qu'on peut aller de certains appareils ou avec des lumières colorées, simplement, en utilisant simplement les lumières colorées, avoir une action sur notre corps, le corps humain. Donc, c'est évident pour moi qu'on peut effectivement faire des soins à ce niveau-là. Et lors des leçons qui vont venir, on va parler de la couleur également comme outil pour se soigner. Comment retrouver l'énergie sexuelle? Je dirais que l'important, dans un premier temps, par rapport à cette notion d'énergie sexuelle, c'est de regarder la région du bâtisseur, du communicateur, du guerrier et du cœur, du serviteur, donc les quatre premiers chakras, et de chercher justement à regarder est-ce que c'est une énergie qui est ascendante que l'on a, parce que l'énergie sexuelle est souvent reliée à une faiblesse. Quand on n'a pas d'énergie sexuelle, ça veut dire qu'on est trop faible. Donc, on a un manque de vitalité. Donc, l'enracinement, je dirais, serait une façon de peut-être justement commencer à faire un travail là-dessus qui pourrait avoir un impact. Ça pourrait être intéressant d'essayer du moins. Donc, des questions comme que se passe au niveau du chakra du cœur lorsque des chakras lors d'une crise de schizophrénie. C'est sûr que c'est des sujets qui seraient intéressants à regarder et ça m'aurait peut-être un peu plus de complexité considérant le temps que l'on a. Mais je vous dirais que sans doute il faut envisager que la crise de schizophrénie, c'est un manque d'ancrage. Donc des gens qui n'ont pas de prise sur le sol, donc pensons au bâtisseur qui n'est pas très présent, évidemment. Peut-être également le communicateur qui n'est pas très présent. Le communicateur, c'est le sang. Le bâtisseur, évidemment, c'est l'énergie qui nous relie à la Terre. Donc, en ayant ces deux supports-là qui sont manquants,
on perd conscience de notre corps. C'est-à-dire que notre corps n'est plus présent. Et dans ces conditions-là, on perd nos frontières. Et on perd nos frontières corporelles. Donc, on n'est plus connecté avec la réalité. On se retrouve dans une position où on a l'impression que l'extérieur, effectivement, on a toute possession sur soi-même, et c'est l'extérieur qui prend possession sur nous. Et c'est là, évidemment, qu'on peut peut-être en penser à des cas de schizophrénie, des explications, du moins des débuts d'explications par rapport à ce phénomène-là. Donc voilà, moi je pense que je vais peut-être m'arrêter ici, puisqu'il est déjà 10h16 pour la France et 16h16 pour le Québec. Alors, je tiens à vous remercier en tout cas de votre attention. Les questions me semblent laisser croire que vous avez trouvé ça intéressant. J'en suis très heureux, puisque l'objectif est de pouvoir conférencier, de partager, d'avoir le plaisir de constater que ça apporte quelque chose aux gens qui le reçoivent. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à très bientôt pour la série qui a donc commencé le 7 juillet. C'est un plaisir pour moi de vous les proposer. Sinon, bien, effectivement, bon, vous pouvez toujours aller visiter le site de l'Écoute imaginaire ou communiquer avec moi que ce soit pour des questions ou des informations. Ça me fera plaisir. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Sylvain Bélanger, merci beaucoup pour cette rencontre fort passionnante, effectivement, à voir le nombre de questions et les questions qui ont été posées dans le chat. Je pense que les gens ont trouvé ça intéressant. Alors écoutez, je vous invite en grand nombre pour le début de cette série qui débutera officiellement le mardi 17 juillet à compter de 15h15 heure du Québec, 21h15 heure de Paris, avec la leçon 1, ouverture et fermeture d'un chakra. Alors, je vous remercie de votre présence. D'ici là, je vous invite à visiter le site écouteimaginaire.com de Sylvain et au plaisir de se revoir. De notre côté, sur Conversation Papillon, on a le début, effectivement, de la série sur les 5 lois de cause à effet en compagnie d'Agathe Raymond dès demain. Alors, c'est un rendez-vous. Merci à tous et une belle fin de journée.